Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des examens de la 9e année fondamentale ont été perturbés ce lundi dans les zones de Torcelles et de Pernier. Des gangs armés ont semé la terreur dans ces quartiers. Une vingtaine d'organisations invitent la Russie et la Chine à utiliser leur droit de veto à l'ONU afin d'empêcher le renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. L'ancien sénateur Youri Latortue exige du gouvernement le démantèlement de tous les groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Le leader du parti Haïti en marche, AAA, se positionne contre toute intervention de forces militaires étrangères sur le territoire national. Les examens d'État débutent ce lundi 20 juin avec les épreuves officielles de la 9e année fondamentale des écoles normales d'instituteurs, ENI, et des centres d'éducation familiale. Plus de 200 000 candidats se présentent à ces épreuves. Ces examens ont été reportés dans certains quartiers de la capitale en raison de la violence des gangs. Nous avons démarré l'examen exactement comme il était prévu à 9h. À 9h, tout examen était contemporain. Nous démarrons. L'examen, c'est communication française. C'était 2 heures de temps et demi. Et nous avons à peine terminé pour la première séance. Et puis nous parlons d'une séance expérimentale qui va commencer là exactement à 1h. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Sauf quelques retards qui sont liés à l'insécurité qui dans le pays. Parce qu'il y a pile d'élèves et des candidats, bien sûr, qui sont dans les zones pleines. Et zone tabac, Pernier, qui est arrivé en retard, mais nous avons accordé une chance et tout élève composé jusqu'à présent. Oui, on a toujours des absents, mais jusqu'à présent, on peut pas un rapport, puisque c'est le premier examen, c'est après le premier examen qu'on connaît et nombre d'absences. Mais pour retard, en tant que responsable, nous avons enregistré un pile de retard, nous avons donné autorisation à tout élève qui était en retard, même lorsque l'élève a eu 1 heure de temps en retard, nous avons quitté le composé, dépendamment des zones côté qui est sorti. Ça que je connais, si l'élève a raté premier journée, et les compétences sont finies là. Limite fini là, ça c'est direction départementale. Mais tout autant que premier examen, pour qu'on finisse là, comme élève, à peine l'élève la sortie Pernier, à peine arrivé là, on a l'autorisation pour le composer. Et déjà midi, en tant que responsable, je connais une situation zone Pernier côté l'été à me permettre de ne pas quitter le perdre examen. Mais si journée a passé, la compétence est finie là, je ne suis pas capable de faire rien pour aucun candidat. Mais cause insécurité, je pense que faut l'État prendre ça au sérieux parce que ça veut dire que et pas seulement même qui a besoin de composer. Sous je dis là, sont question de grâce liée parce que ça qui arrive c'est grâce gain par rapport de l'autre timonio. Je pense que l'État a supposé arranger ça quand même pour l'autre année pour ça pas produire encore. Ça exprimer présence moi là c'est un petit film gain mais elle vient composer. Et Jean payant il m'a obligé à aller. Pour me quitter, elle m'a obligé à accompagner depuis matin, m'a prêté tenir après examen. Comme ça m'a fait tous les 3 jours. Bon, on connaît la situation pays et on comprend si mon a bien composé, c'est pas bon la Kaili, on comprend il va connaître l'école là. Et puis tout, il sorti puis blanc mais nous pas connaître l'école là, les venir là, m'obligé tout être tanné parce que pas connait qui Jean ba yo appuyer pour journée obligé. Oui, j'espère que m'a fait tous les 3 jours comme ça parce que m'a senti mon courage pour me laguer le l'école. M'obligé être tanné. Je pense que je vais faire 3 jours comme ça. Oui, c'est insécurité, tant que kidnapping et manifestation. Dans ce passé, dans ce pays, il n'y a pas de problème encore. L'autre année qui vient, en mois de septembre, si Dieu veut, comme si tout bandit. T'as entré dans le coquille, on va faire une cale d'école. Quand le petit monde a chance pour aller à l'école, même j'ai que mal à l'école là. À l'école là. Pas trop bien parce que les manifestations des fois à l'école, les manifestations qui tirent pour monter machine, veulent après les âmes sous. Tout ça comme si viennent faire nous stresser dans le pays, nous pas dire vraiment nous à l'aise dans le pays parce que y a trop de stress à cause de l'insécurité. Peut-être que je dis à nous un pays comme ça mais
Avenir pays, c'est nous-mêmes jeunesse que lié. Si nous continuons à l'école, peut-être demain, nous avons meilleur. Bon, par contre, si il y a une chance pour nous continuer. Parents autour des fois, parce que parents, quand sortent dans la rue, et puis leur venir sans attendre, nous avons des dérapages qui fait, parents victimes, tout ça, et puis ça vraiment touchant. L'ex-sénateur Yuri Latortue exige des autorités gouvernementales le démantèlement de tous les groupes armés dans le pays. La solution au problème doit être locale, a-t-il insisté, et se positionnant contre toute intervention de forces militaires étrangères sur le territoire national. Toutefois, selon lui, une aide en armes et en munitions pour renforcer les capacités de la PNH est nécessaire. Renouveler le mandat du Bureau intégré des Nations Unies est loin d'être une priorité en ce moment de l'avis de l'ancien parlementaire. Yuri Latortue ne mâche pas ses propos en ce qui concerne la présence du BINU dans le pays, 9 mois après le dernier renouvellement de son mandat le 16 octobre 2021. Nations Unies égale chef. On ne peut pas recommencer avec une équipe qui perdue. D'ailleurs, Madame Laline a joué un rôle important dans la question gang. Elle a fait rapport pour dire que le gang a aidé à diminuer l'insécurité. Je dis à lui que le gang a aidé à mettre l'anarchie. Toujours dans le cadre d'une mission déléguée par les Nations Unies en Haïti, il n'est pas nécessaire non plus, poursuit-il, d'envoyer une force militaire pour résoudre le problème des groupes armés qui font la pluie et le beau temps. La solution doit être haïtienne, insiste-t-il. L'aide étrangère doit nous aider à sortir de l'aide. S'il n'y a pas d'aide à la police, à savoir les équipements létals, blindés, hélicoptères, formation, pour que la police soit en position pour le faire, nous d'accord. S'il y a pas l'armée en aide, d'ailleurs, major te dit, mais ça a le besoin. S'il y a pas d'aide là, pour le faire complémentarité à la police là, nous d'accord. S'il y a pas la justice là en aide, pour que la justice là en mesure, juge d'instruction, commissaire gouvernement pour faire travail, nous d'accord. Mais l'aide doit aider les institutions haïtiennes à se renforcer pour que eux-mêmes fassent face à ça qui est là, à danger qui est là. Nous pas besoin de moun vin faire travail là pour nous. Toutefois, la présence de soldats étrangers qui contribueraient au renforcement des FADH pourrait être utile. Comme de nombreux simples citoyens, l'ex-sénateur de l'Artibonite déplore le laxisme des autorités gouvernementales, notamment du Premier ministre Ariel Henry, vis-à-vis des bandes armées. Regardez ça, vite l'homme bail, on ultimatum, et matériel bloqué, il a annoncé oui, nous avons même qui dans zone qui victime. Li bloqué de tous côtés et la police, l'armée et le gouvernement, c'est comme si rien n'était. Ariel Henry descend dans le bureau, à contrôler comme ça dans le budget. Pendant ce temps, la population dans la zone ça yo pas qu'à travail. Si il y a des gens qui sont malades qui dans la zone ça, yo pas qu'à le docteur. De son côté, Marie-Denise Claude, sans langue de bois, ne cache pas sa position par rapport à la déclaration du chancelier haïtien à l'ONU. Dire que les chefs de gang sont mieux armés que les forces armées légitimes du pays n'est pas digne d'une telle personnalité, regrette-t-elle. Mon responsable d'État, il faut le gêner pour faire une déclaration comme ça. Les son pays où il va assumer responsabilité. Leur camper devant le monde international pour dire que les bandits sont mieux équipés que la force publique de ce pays. Nous entendons comme force publique la police et l'armée. Vous êtes gêné pour dire ça. Donc, je dis, ce que nous attendons de, entre guillemets, je dis bien, l'État, c'est que vous assumez responsabilité, parce que vous avez un corps pour faire toute l'autre bagaille, mais vous n'avez pas un corps pour équiper la police et l'armée. Le gouvernement doit trouver un moyen au plus vite pour mettre fin au règne des groupes armés dans le pays, indique l'ancien président du Grand Corps, Yuri Latortue. Dans le cas contraire, des mouvements de protestation sont à prévoir dans les prochains jours en vue de destituer le pouvoir en place, soulignent les figures de pro de l'opposition. Elissi Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Une vingtaine d'organisations se positionnent contre le renouvellement du mandat du BINU. Dominique Saint-Éloi, le responsable de l'une d'entre elles, la Centrale nationale des ouvriers haïtiens,
précise qu'une correspondance sera adressée aux responsables de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU pour que ces deux pays opposent leur veto à toute prolongation du mandat du BINU. Dans le cas contraire, Dominique Saint-Éloi prévoit d'ores et déjà des manifestations de protestation devant les ambassades de pays comme la France ou les États-Unis. Des entrepreneurs et les spécialistes plaident pour l'adoption de dispositions légales en vue d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables en Haïti. Ces spécialistes font valoir que la détaxation des matériels dans le secteur des énergies solaires par l'administration de Michel Martelly avait favorisé une forte demande de produits. Selon des statistiques, les subventions accordées pour les hydrocarbures avoisinent les 60 millions de dollars chaque mois. L'homme d'affaires Patrick Féquière, spécialiste en énergie solaire, soutient que les énergies renouvelables s'imposent pas uniquement à cause du réchauffement global, mais surtout par la nécessité de faire des économies. Bon, récemment, nous sommes capables de dire qu'avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a définitivement une augmentation dans le domaine-là, puisque grâce au centre Haïti Tech et aux autres centres de formation, il y a un pile technicien sur le marché qui fait promotion justement. Et c'est la même chose aux États-Unis. Par exemple, les États-Unis, le secteur d'installation des panneaux est très tend à augmenter, n'est-ce pas? Pour nous-mêmes, c'était même bagaille-là. Il y a eu des accompagnements fiscaux qui avaient été mis en place par le gouvernement et qui avaient aidé un peu, si vous voulez, à dynamiser ce secteur-là, tu vois. Donc, et bon, il y a eu évidemment ceci date du gouvernement Martelly, d'après ce que m'avait fait remarquer Haïti Tech, qu'ils avaient détaxé les panneaux, les droits de douane. Mais il semblerait que tu aies un projet de loi devant le Parlement pour éliminer également la TCA. OK? Donc, qui n'a jamais été voté, évidemment, mais il est souhaitable que, évidemment, ce genre de choses-là, qu'il arrive à appliquer, tu vois, et pour capable et permettre pénétration technologique. Et depuis longtemps, nous faisons la promotion des énergies renouvelables. Et en fait, nos engagements vis-à-vis de l'énergie solaire en particulier datent de 1997. Donc c'est tout à fait naturel que nous arrivions à un stade où, avec les institutions patronales comme les chambres de commerce, comme elles s'intéressent à ce type d'énergie, eh bien que nous voyons que ce soit normal de sponsoriser. Maintenant, stratégiquement, je pense que c'est important de se positionner, parce que nous suivons le pétrole aussi, nous suivons les combustibles fossiles aussi depuis au moins une vingtaine d'années, et nous savons que les réserves fossiles sont en déclin, et nous vendons évidemment des groupes électrogènes, comme tu le sais, mais nous voyons que moment est arrivé pour que nous aider l'autre institution qui gagne dans le pays à en faire acquisition type de technologie, parce que sans ça, ils ne sont pas capables de continuer à fonctionner. L'Association nationale des magistrats haïtiens, l'ANAMA, le Bâtonnat de Port-au-Prince, de nombreuses personnalités politiques ou anciennement politiques et de la société civile, tels le sénateur Joseph Lambert, Yuri Latortue, pensent que l'entrée en application prévue pour ce 24 juin prochain, c'est-à-dire dans 4 jours, du nouveau code pénal
et de son corollaire, le code d'application, cette entrée en vigueur est prématurée, voire précipitée, car il y a de nombreux points qui doivent être corrigés avant. Mon invité de ce soir est l'ancien député de Thomazeau. Il est actuellement membre du Parlement international pour la tolérance et la paix. Quand il était député à l'Assemblée, il a été membre de la commission judiciaire et il est aussi, en même temps, et c'est lui que nous allons inviter ce soir, professeur de droit pénal. C'est dire que nous sommes en plein dans son domaine. J'ai cité le député Price Cyprien. Bonsoir. Je ne sais pas s'il faut dire monsieur le membre ou monsieur le député. Le professeur. Monsieur le professeur. C'est le professeur oui, qui est c'est là. le professeur qui est là ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Bienvenue Serge. à Métro News. C'est un plaisir pour moi de revenir sur le plateau de Métro News, sur un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Et je pense que nous allons pouvoir en discuter et voir comment éclairer la lanterne de plus d'un. Oui. Et voir comment on va aborder cette question finalement. Oui, parce que l'essentiel pour nous ce soir, et on en était convenu, c'était de faire comprendre finalement à nos téléspectateurs pourquoi il y avait cette levée de bouclier contre l'entrée en vigueur de ce nouveau code pénal, là, dans 4 jours. C'est pas simplement pour ennuyer le gouvernement, il y a des raisons fondamentales, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Peut-être commençons par le commencement. En 2 mots, c'est quoi un code pénal? En principe, le code pénal, c'est un instrument juridique qui est là pour réglementer tout ce qui paraît anormal comme comportement anormal dans la société. Donc, le législateur vient dire que, bon, tel comportement, à telle époque dans la société, on estime que ça ne devrait pas être ainsi, il faut pénaliser, il faut criminaliser, il faut trouver une peine pour appliquer à ce comportement. Et donc, là, ça globalement, quand on parle du droit pénal, donc c'est un droit sanctionnateur qui doit sanctionner tout ce qui ne va pas au niveau de la société. C'est ça. Et là, ça va de la contravention au délit et au crime. Voilà, donc il y a une classification tripartite des infractions. Les contraventions qui relèvent des tribunaux de paix, du juge de paix en ses attributions de simple police, les délits qui relèvent du tribunal correctionnel, et enfin les crimes du tribunal criminel. C'est pour cela qu'assez souvent, chaque été, on vous parle des assises criminelles. Voilà. Donc, on va juger ceux qui ont commis des crimes au niveau de la société. Très bien, très bien. De quand date le code pénal qui est actuellement en vigueur en Haïti? Bon, le problème de ce code pénal est à la fois simple et complexe. En principe, en matière pénale, le droit pénal reflète ce qui ne va pas au niveau des us et coutumes dans la société, ce qui ne va pas dans la société. Donc, ce qui voudrait dire que le droit étant dynamique, on pourrait, au fil du temps, à chaque époque, chaque année, augmenter, si vous voulez, le code pénal, augmenter la législation qui doit faire face aux dérives de la société. Notre code pénal a été voté en 1835, ça fait déjà environ 187 ans. Donc, ce qui veut dire que il est normal qu'il y ait un nouveau code pénal pour régir les nouveaux comportements criminels en Haïti. Donc, c'est normal. 1835. 187 ans. Nous sommes là, nous vivons sous l'égide d'une loi qui date de 1835. Bon, n'empêche qu'il y ait de temps à autre des interventions du législateur pour porter certains correctifs ou des au niveau de la loi. Il y a des amendements, il y a de nouvelles lois. Américaine. Voilà, il y a de nouvelles lois, mais le législateur haïtien n'a vraiment pas pris soin de faire une intervention majeure
sur le code pénal, ce qui explique que maintenant, c'est tollé qu'on a sur le nouveau code pénal qui a été rédigé par des commissions, parce que c'est un code, on travaille sur ce code-là depuis 2012, je crois, et finalement, le code pénal et le code de procédure pénale qui doit remplacer le code d'instruction criminelle, ces instruments ont été déposés au Parlement, mais malheureusement, la 50e législature n'a pas eu le temps de se prononcer là-dessus. Et au final, c'est sorti sous forme de décret par l'exécutif le 24 juin 2020. Et quand on sait qu'un des principes fondamentaux de la justice, c'est nulla pena sine lege, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine si ça n'a pas été prévu dans la loi. Par la loi. Bon, il est évident que 1835, il ne pouvait pas prévoir tous les nouveaux crimes qui sont commis aujourd'hui et pour lesquels il faut trouver les peines. Bon. D'accord. Parce que normalement, si on voit aujourd'hui avec tout ce qu'on a eu, on est passé du vol à l'étalage en passant par des vols de véhicules et maintenant des vols de personnes, ce qu'on va appeler le kidnapping. C'est vrai qu'on a eu le temps de faire sortir au moins 2 lois sur la situation du kidnapping, mais on voit que progressivement, la situation empire en Haïti. Donc, il faut une intervention drastique du législateur pour dire que face à ce phénomène d'insécurité, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Et à l'inverse, j'imagine qu'il y avait des crimes et délits qui existaient dans les années 1830 et qui n'existent plus. Qui sont devenus obsolètes. Qui sont devenus complètement obsolètes. Par exemple, si on prend la situation, l'adultère, par exemple. L'adultère était considéré comme une infraction pénale. Bon, c'est vrai que c'était à l'avantage de l'homme, parce que la femme convaincue d'adultère pourrait écoper jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, si le mari le souhaite, mais c'est devenu obsolète parce qu'il n'y a pas eu d'application de ce texte-là au niveau des tribunaux. Et finalement, le législateur de 2005 a fait sortir un décret pour éliminer cette infraction qui était déjà devenue obsolète. De même que l'avortement qu'on considérait comme un crime, avec le nouveau code pénal, on va voir que l'avortement ne sera plus un crime. Oui. Bon, ça c'est une évolution mondiale. Voilà. Sur laquelle certains pays sont en train de vouloir faire marche arrière. Voilà. Suivez mon regard. Effectivement. Bon. Monsieur Cyprien, vous m'avez dit que vous aviez commencé à travailler sur ce nouveau code pénal en 2012. Mais est-ce qu'il y a eu un organisme qui a été créé? Est-ce qu'il y a eu une commission légale chargée de rédiger? Qui a rédigé ou qui a commencé à rédiger ce nouveau code pénal? Moi, je pense que en 2012, j'ai jamais été dans les commissions de rédaction du code pénal. Ce sont des commissions présidentielles ou ministérielles. Donc, j'ai pas eu la chance de faire partie de ces commissions. Mais tout de même, quand le document est arrivé au Parlement, j'étais encore député dans la 50e législature, j'ai eu quand même un droit de regard sur le document. Et tout récemment, j'ai fait partie de la commission du barreau de Port-au-Prince qui voulait regarder est-ce qu'il y a une possibilité pour l'entrée en vigueur de ce code et aussi du code de procédure pénale. Et notre conclusion a été catégorique avec des préalables qui devraient exister et qu'on n'a pas eu le temps de faire, ou bien l'autorité compétente n'a pas pris le temps de le faire. Et on a conclu au niveau du barreau de Port-au-Prince au rejet du code et repousser en quelque sorte si vous voulez, l'entrée en vigueur sine die à une date ultérieure jusqu'à ce qu'il y ait des corrections nécessaires et au niveau de ces 2 instruments légaux et aussi qu'on adapte ces 2 codes à la réalité haïtienne. Parce qu'à vrai dire, quand on prend le code pénal et le code de procédure pénale, on voit que ce sont 2 instruments juridiques tombés du ciel
qui ne reflètent en rien la réalité haïtienne. Donc, ce qui explique ce tollé qu'on a au niveau de la radio, au niveau de la télévision et même sur les médias en ligne contre l'application ou encore l'entrée en vigueur de cet instrument juridique. Probablement même d'inspiration napoléonienne. Bon, je dois dire que le code pénal, le nouveau code pénal a été financé par l'international. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on a une pression pour l'entrée en vigueur. Mais on ne sait pas ce que le gouvernement va décider. Et je sais que tout récemment, il y a 2 commissions qui ont été créées pour réexaminer le code pénal, le nouveau code pénal et le code de procédure pénale, et particulièrement au niveau du ministère de la Justice et aussi au niveau de la primature. Donc, nous attendons. Elles ont fait des propositions? Non, la population attend maintenant. Et les propositions de ces 2 commissions, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que d'ici le 24 juin, on va avoir un report de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale qui va remplacer le code d'instruction criminelle qui est aussi vieux que le code pénal? Donc on ne sait pas, on est dans l'attente. Mais toutefois, ce qu'on peut dire, c'est vrai que au niveau du code pénal et au niveau du code de procédure pénale, il y a pas mal de choses qui ne correspondent pas à notre réalité de peuple. Il y a des choses qui doivent être adaptées, mais on peut dire aussi qu'il y a des innovations, certaines innovations en tant que spécialiste en droit pénal et qui sont acceptables. Par exemple, dans le nouveau code pénal, on a pénalisé le harcèlement sexuel. On l'a pénalisé. Et il y a aussi une notion qui fait beaucoup de tollé, c'est la notion d'orientation sexuelle. Mais je dis qu'en tant que spécialiste, on ne saurait pénaliser un comportement parce que l'état des personnes relève du droit civil. Si tu ne viens pas déterminer qu'il y a différents types de personnes, différentes catégories de personnes, tu ne peux pas commencer par pénaliser avant de dire quels sont les différents types de personnes. Par exemple, nous savons que dans le temps, on avait en matière civile et en matière d'état des personnes, on avait toujours les hommes et les femmes. Oui. Mais de nos jours, avec la question d'orientation sexuelle, il faut prendre en compte les minorités. On doit prendre en compte les transgenres. Mais si au civil, le législateur n'a pas eu le temps de légiférer sur les diverses autres catégories de personnes qu'il y a, on ne peut pas me dire qu'on va commencer par la pénalisation des comportements. Dire à un prêtre ou à un pasteur s'il refuse de célébrer certains types de mariages pour les minorités, il sera puni de tant d'années d'emprisonnement. Ça, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Par exemple, la question d'animalité qu'on a introduite dans le nouveau code pénal, ça ne correspond en rien aux us et coutumes des Haïtiens. Donc, c'est pour cela qu'on voit autant de tollés, autant de critiques sur ces instruments qui sont le plus souvent raisonnables. Le plus souvent raisonnables. Mais je pense que le législateur ne doit pas prendre à la légère toutes ces interventions-là. Il faut inévitablement qu'on adapte cet instrument juridique aux us et coutumes des Haïtiens, à notre réalité de peuple. Professeur Price Cyprien, professeur de droit pénal, pouvez-vous en 5 minutes nous dire les principaux points qui, selon vous, doivent être révisés ou corrigés dans ce projet de code pénal? Bon, en principe, comme nous l'avons dit tantôt, il y a des chapitres et des parties à revoir. Par exemple, si on prend la question sur l'orientation sexuelle, moi je dirais au législateur d'aller corriger ces cahiers d'abord au civil, aller dans le code civil, dire que voilà les diverses catégories de personnes qu'on reconnaît actuellement avec l'évolution de la situation. Et maintenant, on va dire que bon, s'il y a un problème
au niveau des comportements de ces catégories de personnes, voilà comment on va les pénaliser. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on voit qu'on a tendance, dans le nouveau code pénal, à élargir la question de la majorité sexuelle. Bon, c'est une question, par exemple, on sait que dans le temps, il y avait une interdiction pour les neveux, les nièces, les oncles et tantes de se mettre ensemble, mais on a comme l'impression que le nouveau code pénal veut élargir le cercle. C'est comme si maintenant, l'oncle peut sortir avec sa nièce, etc. Donc ça, ce sont des choses à corriger dans le nouveau code pénal. La notion d'animalité est une notion vraiment à enlever du code, parce que ça ne fait pas partie de la culture de l'haïtien. Il faut repenser... Qu'est-ce que vous entendez par l'animalité? Par exemple, si on prend l'article 301 du code pénal qui punit quelqu'un qui entre en relation avec un animal. Ah, ok, d'accord. Ça, très bien. Franchement, c'est pratiquement du jamais vu en Haïti. Ou du moins, on peut trouver ça dans les maisons closes, dans des maisons vraiment réservées. On l'a vu à l'époque où les troupes de la MINUSTA étaient en Haïti et où certaines nationalités disaient la rumeur, appréciaient particulièrement les petites biquettes haïtiennes. Bon, ce qui arrive, c'est que ce sont des choses qui existent ailleurs. Puisque le droit est le reflet de la société. C'est ça. Donc, ne venez pas me dire qu'en Haïti, on doit inciter sur comment... C'est ça encore le problème, la question qu'on se pose en Afrique. En Afrique, il est normal que dans certaines sociétés, qu'on se retrouve devant la mairie ou devant celui qui doit célébrer le mariage avec 2 ou 3, 4 femmes. On peut être soit monogame ou polygame. Donc la loi tranche. Mais en Haïti, on sait que la loi a tranché vers la monogamie. La monogamie. N'empêche que, bon, on sait qu'il y a des dérives qui existent à ce niveau-là, mais le législateur, je dirais, n'en tient pas compte. Mais maintenant, si on doit venir avec des nouveautés qui n'existent pas, moi je pense qu'il faut quand même attendre au moins 30, 40 ou 50 ans avant que certaines notions qu'on a dans le nouveau code pénal et voient le jour en Haïti, si éventuellement ça pourrait avoir le jour en Haïti. Il y a des sociétés, par exemple, où l'homosexualité est pénalisée. Mais la plupart des sociétés occidentales, c'est permis. De même que dans certaines sociétés occidentales, l'animalité est permise. Tu vois? Donc, je ne pense pas que, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle là, que le nouveau code pénal peut, avec tout ce qu'il y a comme contenu, peut entrer en vigueur. Et si on va un petit peu plus loin, on extrapole sur le code de procédure pénale, dans le code de procédure pénale, où on a créé des peines avec sursis. Vous vous rendez compte si quelqu'un est condamné pour 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis? On le laisse chez lui pendant 2 ans? La question de résidence n'est même pas encore résolue en Haïti. Comment on va retrouver cette personne pour purger la peine? Donc, or, le Code civil, dans ses articles 91 et 92, le Code civil vient dire que la résidence de la personne est son principal établissement. Et si l'haïtien doit changer de lieu, il doit changer de résidence, il doit tout d'abord dire au juge de paix de son lieu de résidence, je laisse cette ville, et une fois qu'il arrive dans l'autre ville, il va voir le juge de paix de cette ville-là pour déclarer, maintenant, je suis habitant de cette ville. Est-ce que ceci est respecté en Haïti? Non. De même que, est-ce qu'il y a un casier judiciaire national pour repérer les gens? Non. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de préalables sur lesquels on doit réfléchir, des mises en place à faire avant de croire qu'on peut laisser entrer en vigueur le code pénal, le nouveau code pénal et aussi le code de procédure pénale. Surtout si on sait que les codes pénaux... On dit des codes pénaux? Bien sûr. Bon, surtout si on sait que les codes pénaux ou le code pénal a la vie longue.
que 1835, je rappelle. Oui, ça fait 187 ans. Voilà, donc s'il faut attendre 180 ans ou 150 ans et plus pour réviser celui qui est censé rentrer en vigueur, là, le 24, dans 4 jours, il y aura beaucoup d'eau qui vont passer sous les ponts. Et on sait que le droit est dynamique, le droit doit être le reflet de la société. Bien sûr. Le reflet de la société. Donc, absolument. C'est important qu'on ait un nouveau code pénal, mais pas dans ces conditions. Voilà. Un dernier mot, professeur Cyprien. Tout ce que vous venez de dire là laisse à penser que c'est un travail colossal qu'il y a à faire. Effectivement. Combien de temps pensez-vous que ce travail de correction ou de mise à jour va prendre? Et quand est-ce qu'on peut espérer avoir ce nouveau code pénal? Non, moi je pense que c'est un travail colossal, mais la majeure partie de ce qu'on devrait faire est déjà réalisée. D'accord. Maintenant, il faut des spécialistes, des gens qui s'y connaissent, pour voir comment modifier ce code. Ce qu'on pourrait considérer comme des scories, les enlever, et voir comment avoir un texte potable qu'on pourra soumettre à nouveau devant le Parlement, c'est-à-dire devant la 51e législature. Ça, c'est important, mais là encore, ça va poser problème, parce que la Constitution actuelle vient dire qu'on doit voter le texte article par article. Nous, on avait déjà vu que ça nous prendrait au moins 2 à 3 législatures pour voter ça, si on doit voter article par article. Dans le code pénal, je pense qu'il y a plus de 1300 articles. Ça prendrait du temps. Donc, il y a des choses à faire. Et même à l'état actuel des choses, on pourrait même modifier certaines parties du code qui intéressent Haïti, qui reflètent, si vous voulez, des comportements antisociaux qu'on retrouve en Haïti. On pourrait modifier l'actuel code par des lois progressivement et ne pas entrer dans l'application d'un nouveau code directement. Et c'est exceptionnel, même quand, en 94, quand on avait voté les innovations dans le code pénal français, même si on l'a appelé le nouveau code pénal, mais on n'a pas enlevé le texte ancien et mettre du tout au tout et paraître avec un nouveau texte. Donc il y a eu des modifications au niveau de certaines lois se trouvant dans le code pénal. Moi, je pense que ce serait bien de suivre cette démarche. Si on estime que maintenant la grande criminalité a pris du chemin, du volume, si vous voulez, dans le pays, il faut se pencher sur la grande criminalité et pénaliser ses comportements de manière drastique, que ce soit le kidnapping, que ce soit l'exécution sommaire des gens à travers les rues. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut quand même certains spécialistes pour plancher sur la question et donner une solution adéquate aux autorités étatiques. Oserais-je souhaiter, maître Price-Cyprien, que vous soyez le nouveau Robert Badinter haïtien dans justement la refondation de ce code pénal? Bon, moi je pense que il y a une petite erreur, parce que le plus souvent ces choses-là se passent au niveau des spécialistes, au niveau des universités. Si on prend le cas de Robert Badinter, en 1985, il y avait une question d'engagement de la responsabilité de certaines personnes au niveau des accidents de la circulation. Est-ce qu'on va tout remettre sur le dos de l'État, des autorités étatiques? Est-ce qu'on va considérer que les chauffeurs, les conducteurs sont impliqués dans les accidents? Quelle serait leur responsabilité? Et on avait appelé le professeur Robert Badinter, qui a donné un rapport de près d'1 millier de pages sur la situation, ce qui a permis au Parlement français de voter une nouvelle loi sur la responsabilité au niveau des accidents de la circulation. Moi, je pense que de nos jours, il faut repenser les choses en Haïti. Il faut repenser les choses. Tout le monde ne peut pas tout faire. Donc, à chacun son métier. Si on veut intervenir sur le code pénal, il faut trouver des spécialistes en la matière pour raisonner, et même des spécialistes en légistique, parce qu'on ne peut pas demander à n'importe qui d'écrire un texte de loi. Il faut
avoir le langage, il faut avoir suivi une formation technique pour vous permettre de rédiger la loi comme ça doit et de remettre ça à nos parlementaires qui ne sont pas forcément... Ils sont des législateurs, mais ils ne sont pas forcément des spécialistes en légistique. D'aucuns parleront du jargon. Il y a le jargon juridique. Maintenant, je vois qu'ils sont en train de délaisser, de vouloir tout simplifier. Oui. De vouloir tout simplifier. C'est une bonne chose, finalement. C'est une bonne chose, et j'irai même plus loin. Parce que je me souviens, lors d'un procès, on a libéré la cliente, qui était une femme qu'on a condamnée, qui était en détention préventive depuis 9 ans, à la prison civile de Pétionville. Et puis... on avait contacté, les parents ont contacté mon cabinet, et mon épouse et moi, comme nous sommes tous deux avocats, on a plaidé pour la femme. Et elle a été libérée. Comme le procès a été fait en français, quand on lui a dit, madame, quand le doyen du tribunal criminel a dit, madame, vous pouvez partir, elle a dit, est-ce que c'est vrai, m'ka aller? Ouais. Donc il y a un travail à faire au niveau de la société, et même vulgariser le droit. Vulgariser le droit dans la langue vernaculaire et permettre aux justiciables de comprendre quand ils sont condamnés ou bien quand ils sont acquittés, de pouvoir comprendre ce qui est fait au tribunal. Un des dictons les plus stupides qu'il y a, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est celui qui affirme que nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, bien sûr. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc que vous sachiez ce qu'il y a dedans, ou ce qu'il n'y a pas dedans, nul n'est censé ignorer la loi. Mon cher professeur, merci infiniment d'être venu nous éclairer sur cette question qui fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci, de l'entrée en vigueur prévue pour le 24 juin prochain, dans 4 jours, du nouveau code pénal et de toutes les raisons qui font que cette entrée en vigueur n'est pas souhaitable dans l'état actuel des choses. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'être venu jusqu'à nous et à la prochaine fois. C'est un plaisir pour moi toujours de venir sur Métropole et de voir dans quelle mesure éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc on sera toujours là avec vous. Quand la nation est en danger, quand le besoin se fait sentir, on reviendra sur les plateaux de Métropole. Merci encore, merci professeur Price Cyprien, maître Price Cyprien. Voilà, c'était donc maître, d'abord avocat, professeur Price Cyprien, qui nous faisait rentrer un peu dans les arcanes de ce qu'est le code pénal et de ce qu'il conviendrait de faire pour le rendre applicable le plus rapidement possible. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.